Cet homme qui déambule dans les rues de Paris à l'allure de dandy est un apôtre de la langue, défenseur de la philosophie du beau. Et pourtant, celui qu'on appelle aujourd'hui Black Dandy revient de très loin. En effet, Ludovic Haka est né dans un quartier chaud de la banlieue parisienne. Lorsqu'il était plus jeune, son quotidien était occupé par les vols à l'étalage et le trafic de drogue. En 2003, il est condamné à 1 an de prison ferme. Il n'y a que les amoureux de la connaissance. Personne n'a été payé, personne n'a été mis le couteau sous la gorge. Donc en tout état de cause, nous incarnons tous les graines de la République renaissante, en actes, et non plus simplement dans les idées, enfermées dans des académies, sous des lustres ou dans des sénats. C'est véritablement la jeunesse que nous sommes qui allons porter la renaissance culturelle, la renaissance républicaine. Je parle, je suis, donc nous sommes. Vive la République renaissante! Vive la République renaissante, vive la belle République. C'était Black Dandy pour vous éblouir, pour vous servir, mais surtout pour construire. Rappelez-vous bien de cet homme. Il est bien possible qu'on le retrouve un jour sur un plateau de télévision, dans un hémicycle politique. Car il prouve que de la boue peut sortir une pépite. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Paroles, 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 encore des paroles. La culture du loisir a tué le loisir de se cultiver. Bon, ce n'est pas encore du niveau d'un Hugo, d'un Rimbaud ou d'un Booba, mais on ne peut pas dire que ce soit mauvais. Et je suis même convaincu qu'un Guy Debord ou un Philippe Muret n'aurait pas été le premier à cracher sur cet aphorisme extrait de mon cru. Ah, vous êtes arrivés, tant mieux, ce n'est pas trop tôt. Même si, au vu du tourbillon d'horreur, de sang et de larmes qui secoue notre pays, la véritable question est de savoir s'il n'est pas déjà trop tard. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par le commencement. Respect des conventions quand tu nous tiens. Hotep. Shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. En tout cas, pour une poignée de minutes qui promettent d'être épiques, ici, dans le cœur du réacteur nucléaire de la révolution républicaine. Oui, oui, rien que ça. Quelque part entre Florence et Harlem, entre Marcille-Ficin, Langston Hughes, Léonard de Vinci et Melvin Tolson. Comprenne qui pourra, comme dirait le génialissime Lino. Ouf! Hein? Ça, c'est du démarrage en trombe digne d'un Michael Air Jordan, pour parler comme notre légendaire Georges Eddy. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement de bien attacher vos ceintures. Parce qu'ici, vous n'êtes ni chez Patrick Sébastien, ni chez Cyril Hanouna, Zizicoptère, cartouche. Vite, on a oublié Michael Jackson! Vite, Michael, viens là, ramène ta chatte! et encore moins chez Arthur. C'est Arthur qui le dit, tout est permis. Les phrases qui commencent comme ça se finissent toujours mal. On va te finir ce soir. Une équipe déjantée et des invités exceptionnels vont faire pleuvoir les gags. Je vais te faire poète-poète. Non, tenez-vous-le pour dit. Ici, les neurones carburent à la vitesse d'un Mach 3. Ayant miraculeusement pris conscience de ma vocation d'alchimiste de la pensée qui répare l'homme et le monde, figurez-vous que je me suis terré ici, à l'abri du brouhaha urbain, depuis à peu près 5 ans, afin de décrypter méticuleusement et en toute tranquillité les symptômes psychosociologiques
qui mine notre société de part en part. Et de grâce, si vous me croisez, ne vous risquez pas à me demander pourquoi, ni même sous prétexte que j'appartiendrai à la race du chaînon manquant. Pourquoi moi? Je serai alors tenté de vous répondre le plus sèchement du monde. Pourquoi pas? D'autant qu'en tout état de cause, il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Quoi qu'il en soit, car l'essentiel reste ailleurs, eh bien, dehors, le moins qu'on puisse dire, c'est que notre vivre ensemble est gravement malmené. Au moins autant, si ce n'est plus, que ne l'est l'image de l'Afrique et des Africains à la télévision française, la syntaxe et la grammaire dans la bouche de Ribéry. Voilà, on dirait c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. Mais voilà, non, mais c'est toujours une ville que j'aime bien vue. Et de Sarkozy. Bon, mais qu'est-ce que c'est exactement, et c'est pas pareil. Non, mais je sais, mais La cote de popularité de François Hollande, président de la République, qui, Union européenne oblige, ne présiderait plus que d'obscures escapades en scooter. Pire encore, car pour dire les choses telles qu'elles sont, notre vivre ensemble est actuellement l'otage du pessimisme le plus impitoyable, le plus sombre, et par voie de conséquence, le plus funeste. Et comme si cela ne suffisait pas, notre idéal républicain, notre sacro-saint idéal républicain, black, blanc, beurre, à la fois colonne vertébrale et poumon de notre vivre ensemble, célébré en très grande pompe, chacun s'en souvient, en 1998, Jamais depuis la libération, la France n'avait baigné dans un tel bonheur. Vive les Bleus, vive la France, vive les Français. Des millions d'entre eux de toutes les villes et de tous les quartiers descendent dans les rues, arborant fièrement le bleu, le blanc et le rouge. Le pays est fier, fier de ces champions qui viennent de graver à jamais le nom de leur nation dans l'histoire du sport mondial et donner au pays tout entier la force, le courage et la passion nécessaires pour réussir son entrée dans le 3e millénaire. Et ce, tout juste 15 ans, presque jour pour jour, après la très glorieuse et non moins prometteuse marche pour l'égalité, rebaptisée marche des beurs. Du sang et des larmes, les immigrés en ont trop versé, et pourtant c'est par la sueur qu'ils décident de riposter, pas par la violence. C'est une lutte non violente, et on découvre à quel point on est plus armé qu'en étant violent. On dit marcher, être non violent. Bon, on l'a prouvé aujourd'hui. Qu'on arrête de dire à partir de cet instant que Omenguette c'est des violents et des loupards. Eh bien, cet idéal républicain, made in Benetton, que les peuples du monde entier, quoique parfois avec un brin de scepticisme, eh bien, nous envient farouchement, ne serait plus aujourd'hui qu'un très lointain souvenir aux allures de désillusion. Parfumée d'amertume, cette désillusion ressemble trait pour trait à la présidence Obama, aux fleurs du printemps arabe, à l'unité post-11 janvier de Charlie Hebdo, devenu tragiquement Crésus Hebdo, comme s'en sont alarmés la larme à l'œil le destinateur provocateur jusqu'au boutiste Luce et la violeuse posthume Jeannette Bougrabe. Il faut bien appeler les gens par leur nom. En somme,
l'anticyclonique plébiscite de tous les jours, sur lequel Ernest Renan avait misé tant d'espoir, aurait aujourd'hui cédé la place à un ombrageux rejet de tous les instants. La tension qui règne en maître absolu dans le métro et RER parisien, et particulièrement aux heures de pointe, là où le corps à corps est de rigueur, où la politesse la plus élémentaire, ciment de la paix interculturelle, serait réduite en lambeaux, eh bien cette tension en serait la preuve la plus absolue qui puisse exister. Ah, cette crise du vivre ensemble, cette crise de l'identité collective, celle du qui sommes-nous en tant que nation une et indivisible, est si profonde, souvenez-vous du débat sur l'identité nationale avorté en catastrophe, qu'elle met à mal, qu'elle ébranle, qu'elle fissure l'idée de vérité. Vérité que certains disent à la merci d'un cocktail ô combien explosif, mêlant erreur, incompréhension, mensonge, appât du gain et soupçon complotiste. Ici ou là, j'entends, on parle même de crise de la vérité, d'apocalypse du langage. Oh, Finkelstein, oh, Saussure, revenez, ils sont devenus fous. Ils ont perdu non seulement la tête, mais également le cœur, et peut-être même la foi. Et comme si cela ne suffisait pas, ou je dirais même le plus drôle dans tout ça, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que pendant ce temps, certains, vous les connaissez, ne se gênent pas pour faire leur beurre sur ce pessimisme en surfant, façon Kelly Slater, sur cette vague, que dis-je, sur ce tsunami de pensées négatives. Mais en même temps, de vous à moi, qui pourrait sérieusement le leur reprocher? Tant il est vrai, tant il est indiscutablement vrai qu'au royaume des athées, où la fin justifie toujours les moyens, les opportunistes de grand chemin sont rois, pour ne pas dire empereurs. Et puis, il faut bien remplir un frigo, offrir une virée au parc Astérix aux enfants, une parure à madame, à défaut d'un palais, cela va de soi. Pour tout modus operandi, ces surfeurs d'un genre nouveau, eh bien, dépensent toute leur énergie à pointer du doigt les maladies de la démocratie, les imperfections de la réalité, en désignant toujours un bouc émissaire parfaitement identifiable comme responsable de tous les maux. Sur fond de « l'enfer, c'est les autres », méthode qui, historiquement, comme nous l'enseigne feu René Girard, a très largement fait ses preuves. Très largement fait ses preuves. Et comme rien n'est jamais parfait, la perfection n'ayant pas daigné se mêler à nous autres ici-bas, ces surfeurs aux dents longues, ces médecins sans remède, ces mercenaires de la peur, ne manquent vraiment pas de grains à moudre. Nous rappelons ainsi, au cas où les noms de Frank Lucas ou Ronald Reagan se seraient évaporés de notre mémoire, que si le malheur de tous doit servir à quelque chose,
c'est bien à faire le bonheur de quelques-uns. Une petite poignée, quelques-uns. Ceci étant posé, une question s'impose. Et elle s'impose avec l'autorité d'un Jules César enjambant le Rubicon, à moins que ce ne soit avec celle d'un Soundiata Keïta paraphant la charte mandingue. Cellule souche, comme chacun sait, ou devrait savoir, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette question, quelle est-elle? La voici. Quelle est la principale victime de cet état des lieux loqueteux? Quelle est la première victime de ce triste tableau qui n'est autre qu'une réplique quasi parfaite du radeau de la Méduse, si ce n'est la jeunesse? Oui, la jeunesse. Qui peut le nier d'ailleurs? Qui pourrait le nier? Car, à la différence des parents, qui, en plus de savoir à peu près qui ils sont, ou qui ils ne sont pas, ou ne veulent pas être, doivent quotidiennement assumer des responsabilités qui les obligent à garder les pieds sur terre, quitte à piétiner leurs principes, leurs idéaux, leurs valeurs, à la différence des enfants qui ont la tête dans les étoiles et le cœur dans les rêves signés par Walt Disney, la jeunesse, comprenez les adolescents, se retrouve quant à elle confrontée de plein fouet aux questions identitaires de tout premier ordre, et dont les réponses doivent lui servir de boussole à l'intérieur de ce labyrinthe volcanique qu'est la crise d'adolescence. En effet, dans notre société, du confort à outrance, de l'abondance, du spectacle et du divertissement tous azimuts, des sensations fortes, comment cette jeunesse, je vous pose la question, comment pourrait-elle distinguer ce qui lui fait du bien, sexe, drogue, alcool et buzz narcissique, de ce qui est bien pour elle? École, études, lecture, sens de l'effort et patience. Si elle ignore, comme a fini par le comprendre le fameux rapport Lescure, ce qu'elle est en tant que fruit d'un métissage culturel universaliste. Si elle ne comprend pas que le rêve américain, principalement fondé sur la consommation matérielle, sur la mystique de la Constitution et sur la passion du spectacle version The Show Must Go On, se transforme, une fois traversé l'Atlantique, en véritable cauchemar républicain. Et si elle n'a pas la moindre idée du chemin à emprunter pour atteindre son accomplissement, tant individuel qu'au collectif. Oui, la jeunesse, vertigineusement écartelée entre l'ignorance et l'impulsivité, diaboliquement hypnotisée par la télé-réalité, par le culte des marques, par la vulgarité et par la victimisation anti-autocritique, eh bien, cette jeunesse, aujourd'hui, est massivement engagée, soit, au mieux, sur le chemin de l'exil, comme le lui a suggéré le brave Mouloud Achour, soit, au pire, sur la pente
du rejet et de la haine. Et donc de l'autodestruction. Oui, de l'autodestruction. Et notamment sous l'emprise d'un ogre à l'appétit insatiable. L'identité ghetto. Plus connue des uns et des autres sous le nom de Wesh attitude. Je m'en bats les couilles, là, attitude. Vas-y, je le somme sa mère. Attitude. Vas-y, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire, la vie de ma mère, qu'est-ce que tu vas faire? Attitude. Et j'en passe. Dont j'ai moi-même été un soldat ou un cobaye, c'est selon, dans une ancienne vie. Et au sujet duquel la poétesse en or massif, par trop méconnue, de Marseille, Kenny Arcana, avait consacré un texte immortel en forme de cri d'alarme aux accents d'oraison funèbre. Je suis celle qui accueille les moments mal d'amour qui se perdent bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, cause de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant, ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils en ont dans le froc, en provoquant l'enfer, qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Identité ghetto qui, depuis le débarquement via la NW Airlines du supra-viril gangsta rap et en l'absence combinée d'une part de modèles de virilité démocratique autres que Mimi Mati et Véronique Geneste, et d'une formation du service militaire, formateur de pectoraux en béton armé et de coronesses en acier trempé, comme nous l'ont récemment, encore une fois, démontré les 3 soldats américains qui ont empêché que le Thalys ne prenne des allures de plage tunisienne, eh bien, cette identité ghetto a fini progressivement par dépasser les frontières des seuls territoires perdus, délaissés, abandonnés, blacklistés, apartheidisés et même salafistisés de la République. Véritable agogé des temps modernes. Qu'est-ce à dire? Songez au « je te nique ta mère, moi » du diamant intergalactique Nabila Benatia. Arrête, Nabila, arrête. Arrête. Oh, je te nique ta mère, moi. Je te nique ta mère, moi. Arrête. Je te nique ta... Songez au « oh, la putain de ta mère » du vivace député Razi Hamadi. Tu fais ça tellement drôle, moi, fils de pute. Zéro. Songez encore aux récurrentes, quoique de moins en moins fréquentes, sorties de route verbales d'Enora Malagré. La sirène au regard revolver de D8. Et la liste des exemples se répand sur tout l'hexagone. Si vous ne me croyez pas, demandez à Pascal le grand frère. Il en connaît un rayon. C'est donc en qualité de révolutionnaire à la tête froide et fort de ma renaissance identitaire qu'Énergie 12 et Direct 8 avaient brièvement exposé. J'en profite pour passer le bonjour au bienveillant Guillaume Frisquet, que je me devais de prendre mes responsabilités. Je sais que le mot devoir aujourd'hui a perdu toute raison d'être, mais bon, que je me devais de prendre mes responsabilités vis-à-vis de tous mes petits frères et sœurs qui aujourd'hui
dans l'indifférence quasi générale, croupissent dans cette autodestruction. Je pense par exemple aux 160 000 d'entre eux, soit l'équivalent de 2 stades de France remplis, qui chaque année quittent les bancs de l'école sans le moindre diplôme en poche. Et pire encore, malheur des malheurs, sans la moindre maîtrise de la langue française et des indispensables codes de civilité. 2 conditions sans lesquelles, dois-je le préciser, il s'avère proprement impossible de pouvoir, au sens de capacité, devenir une personne digne de ce nom. Un être humain digne de ce nom, au sens où l'entend Balthazar Gracian. C'est-à-dire une personne maître de ses émotions et donc libre, hautement responsable de ses actes et donc pleinement respectable. Autrement dit, sans la moindre chance de se faire une place ailleurs que dans une cellule ou dans un cercueil, comme l'a chanté avec brio le frère Kerry James. 4 murs ou 4 planches. Faire marche arrière, ils appellent ça déballonner, mais t'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras buter dès que tu sortiras sans ton feu, t'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras buter dès que tu sortiras sans ton feu. La mort ou la prison, en d'autres termes, 4 murs ou 4... Ou, pour les plus chanceux, parce qu'il en faut toujours, hein, il en faut toujours, sur les bancs embouteillés de la NPE, dans une chambre de Sainte-Anne, voire sur le chemin de Damas. Ouais. Identité ghetto, hein. Quel ravage. Et je ne parle même pas des centaines de milliers d'autres qui, orientés par les fameux conseillers de désorientation, poursuivent des études, si on peut appeler ça études, hein, à travers lesquelles leur talent, leur potentiel est très loin d'être exploité. Ceux-là, vous en connaissez certainement, finiront sur le marché du travail avec la rage d'un Kunta Kinte, d'un Tony Montana, d'un Alain Soral ou d'un Kémy Séba pour ramasser quelques miettes du gâteau capitaliste en courbant le dos. Alors qu'ils ont, pour la grande majorité d'entre eux, et comme l'a d'ailleurs compris un Xavier Niel ou un Jacques Attali, largement le potentiel d'être autre chose que de simples bras dociles, tout juste prompts à exécuter mécaniquement, telluriquement, des ordres chargés d'un mépris infini. Comme par exemple, endosser des responsabilités, des postes à responsabilité dignes de ce nom, ou à monter leur propre affaire avec fierté, et ainsi devenir une force pour le pays et non plus un fardeau, et encore moins une bombe humaine, comme nous le rappellent les noms de Mera, de Kouachi, de Koulibaly, de Nemouche, d'Abaoud, non sans un effroyable effroi. Mais quand je parle de responsabilité, en ce qui me concerne, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agira, dans un premier temps, de faire le ménage intellectuel de fond en comble, de mettre de l'ordre et de la rationalité claire et distincte au cœur de tous les débats qui, orchestrés par le sensationnalisme, l'émotionnalisme, sorte de religion hybride de la planète média, fusionnant culte de l'émotion et rituel du sensationnel, enflamme l'espace public à coups de « il faut que »,
Il n'y a qu'à. Nous voulons plus de moyens. Tous aussi prodigieusement stériles les uns que les autres. Et dans cette optique, en attendant la publication de la bénédiction républicaine, diagnostic psychosociologique méticuleusement rédigé au laser par votre serviteur, car avant d'être une voix mise en image, je suis, grâce au divin, d'abord et surtout une plume, eh bien, je réagirai à peu près toutes les 2 semaines, soit sous forme d'articles, soit, comme ici, sous forme de vidéos, eh bien, à tout ce qui se dit d'important au cours des différentes émissions phares que compte l'espace audiovisuel. Chasse gardée des prétendus experts aux cheveux gris. De Salut les terriens à On n'est pas couché. De Ce soir ou jamais aux grandes questions. Sans oublier, bien sûr, le grand journal. Lequel, d'ailleurs, et malgré la présence de la percutante Amazone Maïtina Biraben, ne serait plus que l'ombre de lui-même, n'aurait plus de grand que le nom, au point d'avoir été supplanté par le petit journal du clownesque Yann Barthès. Tel un Jean-Marie Agamemnon Le Pen vient de l'être par sa fille chérie Marine Iphigénie, dans un geste sacrificiel ou Florent Philippesque qui sentait bon la revanche mythologique. Mais bon, Yann Barthès, nouveau gourou du couple gagnant depuis la nuit des temps, le pain et le cirque. Pour un peu, je vous adresserai un signe de paix sans l'index. Voilà. Mon introduction touche à sa fin. Introduction que je vous ai servie sur un plateau futuriste. J'espère que vous en prenez conscience. Et si ce n'est pas le cas, vous avez tout intérêt à revisionner, à réécouter attentivement tout ce que je viens de vous donner. En attendant la suite. Mais sachez d'ores et déjà que la renaissance républicaine, qui prendra entre 5 et 10 ans avant d'être installée sur de bons rails, et dont le moteur premier sera la philosophie du beau, le dandisme, philosophie en dentelle qu'un Charles Baudelaire appela de ses voeux, et que plus récemment Michel Onfray, dans son ouvrage Le dénisme social, remis au goût du jour, même s'il n'en parle jamais, certainement parce qu'il ne se l'applique pas à lui-même, eh bien cette philosophie du bien-être individuel et collectif, c'est-à-dire la philosophie de l'altruisme et de l'égoïsme, philosophie que un Américain, là, le fameux classic man J.Dena, vient de mettre en scène dans un clip d'anthologie. Et que plus proche de nous, l'ovni en platine de la musique française, avec un brin mélancolique, Maître Gims, vient de célébrer en compagnie d'un fougueux lionceau à la voix de tonnerre Niska, Benda la Benda. Comme ça, dorénavant je fais des jaloux, j'avoue, je vis que pour la victoire imbécile. Hein? Vient de célébrer, eh bien, cette philosophie, cette renaissance républicaine passera par la renaissance de la vérité républicaine, laquelle tournera le dos aux lois Guesso, Pleven et j'en passe, par trop bâillonneuses. Par la renaissance, et ça c'est peut-être l'élément le plus important, de la langue républicaine, notamment via le langage minimum d'insertion,
le LMI, en vertu duquel, eh bien, la République une et indivisible pourra pleinement exister. Car qu'est-ce qui est un et indivisible quand on n'a pas la même religion, la même couleur de peau, les mêmes goûts, si ce n'est la langue. La langue est une et indivisible. Camus l'avait compris. Il n'habite pas un pays, il habite la langue. Wittgenstein l'avait précisé. Les limites de ma pensée sont les limites du langage. Et moi j'ajouterais, je parle, je suis, donc nous sommes. Contraction de Descartes et de Lacan. Mais nous verrons ça un peu plus tard. Donc le LMI encouragera la renaissance de la langue républicaine. Et pour finir, cette renaissance passera par la renaissance de chaque républicain. Parce que si vivre ensemble, c'est parler ensemble, si vivre ensemble, c'est bien parler ensemble, cela suppose que cet ensemble existe. Et pour ce faire, chaque républicain doit renaître. Et qui aujourd'hui, malheureusement, est enfermé et prisonnier, même prisonnier, de la guantanamesque étiquette raciale. Blanc, noir, musulman, juif, catholique, athée, hétéro, etc. Une étiquette anti-universaliste, anti-fratriotisme. Une étiquette pro-frontière infranchissable. Et il faut bien le dire, car les choses sont telles qu'elles sont, n'ayons pas peur des mots. Une étiquette qui empeste la soif de vengeance intergénérationnelle. Cercle vicieux. Une étiquette qui empeste la rhétorique, l'argumentaire de la légitime défense génocidaire. Oui. Mais à l'avenir, j'allais oublier, à l'avenir, je ne m'adresserai, sinon exclusivement, du moins prioritairement, aux 15-35 ans. Pourquoi eux? Ça coule de source. Ce sont les seuls qui ont encore le temps et la volonté de brandir la clé, la seule clé qui donne accès aux vérités premières qui peuvent donc changer la donne. Le pourquoi. Pourquoi qu'un Théodore Adorno, traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, aidant, avait cru devoir enterrer, et que les parents, par la suite, ont abandonné au profit du seul comment, du scientifique, du descriptif, du journalistique. Vous avez complètement supprimé le pourquoi, et vous êtes un écrivain du comment. Et c'est ça qui est effrayant pour les journalistes, car on vit dans un monde du religieux, car le religieux est l'obsession de la cause première. Pourquoi? Et à mon avis, le génie de Michel, c'est d'avoir évacué la question du pourquoi en bon positiviste, d'être entré dans la phase terminale du positivisme et s'intéresser que au comment. Et c'est là que ça fait peur. Confondant ainsi le souci de description au souci de compréhension. Le devoir de comprendre au droit de savoir, n'est-ce pas? Les 15-35 ans, ce sont les seuls qui cherchent encore à trouver la raison de toute chose, là où les parents imposent toujours leur raison avec l'acharnement d'un Procuste. En somme, les 15-35 ans sont les seuls à sonder les racines du pommier, là où les parents se contentent de condamner tel ou tel fruit, avec un ton, toujours le même ton comme ça, hein, inquisiteur, sous prétexte qu'il ne serait pas à leur goût. Et quel meilleur exemple pour illustrer mon propos que la rocambolesque, que l'ubuesque affaire Dieudonné. Que dis-je? Que l'abracadabrantesque affaire Bala. Pour parler comme Bedos fils, faiseur de salut nazi et piétineur d'antillais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je n'ai rien oublié. Ma première chronique sera intitulée, je vous le donne en mille, Merci Nadine. Mon premier article, qui sera en ligne tantôt sur la page Facebook New Dandy the Noble, sera intitulé Pourquoi j'aurais pu être Daesh. Oui,
La révolution est en marche. N'ayez aucun doute. La vérité se prouve et se vérifie, et vous le vérifierez, et je le prouverai. Mais je vous laisserai méditer sur un dernier conseil du sage Lichtenberg, un cousin. Ne pas juger les hommes sur leurs opinions, mais sur ce que leurs opinions font d'eux. Une sagesse que les intellectuels perchés sur leur éclipse d'ivoire ont malheureusement aujourd'hui englouti dans l'oubli. Finkielkraut parlait de défaite de la pensée, il serait plus judicieux de parler de mort de la pensée. Mais nous allons la faire renaître. Donc je répète cette sagesse avant de vous laisser. Ne pas juger les hommes sur leurs opinions, mais sur ce que leurs opinions font d'eux. À bon entendeur. Ah, pour ceux qui ne m'auraient pas reconnu, et je sais que vous êtes nombreux, c'était Black Dandy. Pour vous éblouir, pour vous servir, mais par-dessus tout, pour bâtir l'avenir. In a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.